Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Mitsubishi Eclipse Cross 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. D'abord, les sièges à l'avant sont vraiment confortables. Il y a un bon support latéral. Ils sont en cuir, évidemment, puisque j'ai la version GT, qui est la version la plus équipée de la gamme. Alors, je vais vous montrer ça immédiatement. Comme vous pouvez le voir, même si c'est une version GT, on n'a pas mis de fioriture sur les sièges. On n'a pas incrusté le mot GT pour faire tonitruant. C'est quand même un petit VUS entre sous-compact et compact. Alors, mais on a des belles petites surpiqûres blanches. Alors, le cuir est assez souple. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un bon support latéral. C'est vraiment confortable, là. On est vraiment bien supporté. L'assise est de la bonne longueur. Alors ça, c'est bien. Et puis, le siège est à ajustement électrique. Il manque toutefois un support lombaire gonflable qu'on puisse ajuster, puisque il n'y a aucun bouton pour ça. Et puis, juste à souligner que le modèle GT a aussi le siège du passager qui est ajustement électrique aussi. Au niveau du tableau de bord, eh bien, c'est là que le Eclipse Cross va peut-être un peu démontrer son âge. On sait qu'il est arrivé sur le marché autour de 2018. La nacelle d'instrumentation, c'est des cadrans analogiques avec tachymètre à gauche, indicateur de vitesse à droite. On a aussi au centre un petit ordinateur de voyage avec quelques informations qu'on peut changer à l'aide de boutons placés juste ici. Alors là, moi, j'avais laissé ça sur la consommation d'essence, mais vous pouvez avoir l'autonomie, les compteurs journaliers. Vous avez aussi d'autres paramètres, le kilométrage depuis le dernier service. Vous avez le fonctionnement du système 4 roues motrices. On a une petite feuille ici qui vous indique si vous avez conduit de façon écologique. On a ici la moyenne de vitesse depuis la réinitialisation du système et on revient à la consommation d'essence. C'est tout ce qu'il y a comme possibilité de personnalisation. Tout le reste est là en tout temps. On a à gauche une petite jauge de température du liquide de refroidissement. À droite, c'est le niveau du réservoir d'essence, le compteur, l'odomètre et puis la température extérieure. En haut, on a aussi, présentement, moi, je fonctionne en mode normal, mais on a aussi un mode éco que je vous déconseille puisque déjà en mode normal, les performances sont pas délirantes. Alors en mode éco, c'est encore pire. Vous allez appuyer plus sur l'accélérateur et vous allez avoir probablement exactement la même consommation d'essence, mais sans avoir le petit plaisir qui reste. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir dans l'affichage central. On a aussi, je viens de découvrir d'autres modes. On a un bouton sur la console centrale. Alors, si on appuie dessus, on a également neige et gravier, ainsi que le mode normal. Alors, c'est d'autres modes que vous allez pouvoir utiliser. C'est plus le système 4 roues motrices qui va s'adapter à la neige et au gravier. Alors que pour le mode éco, c'est plus les performances du moteur qui vont changer pour vous faire supposément économiser de l'essence. On a aussi un mode affichage tête haute, mais un peu à l'ancienne, avec une petite fenêtre de plastique qui se relève. Alors, c'est là que sont affichés la vitesse, les réglages du régulateur de vitesse, mais aussi les directions du système de navigation embarqué. Mais c'est à peu près tout ce qui va s'afficher à cet endroit. À gauche du volant, on a des touches. Ici, c'est pour ajuster la distance où le système pré-collision va s'activer. Alors, on a quelques distances disponibles. Ici, c'est si on veut activer ou désactiver le système de suivi de la voie. Ici, c'est pour désactiver l'antipatinage. Ici, on pourrait penser que c'est pour l'éclairage, l'intensité de l'éclairage du tableau de bord, mais c'est plutôt l'intensité de l'éclairage de l'affichage tête haute. Ici,
si l'affichage tête haute vous dérange, on peut tout simplement le fermer comme ça. Il va aller se cacher sous la petite porte. Alors, c'est si vous voulez l'enlever. Et ce bouton, c'est pour ajuster la hauteur selon votre grandeur à vous. Il se peut que vous ayez à le descendre ou à le monter un peu plus. Ici, on a un bouton qui est une télécommande pour le haillon électrifié, pour pouvoir l'ouvrir ou le refermer. Et dans la portière, eh bien, les touches habituelles pour les rétroviseurs et pour les vitres et le barrage des portières. Sur le volant, eh bien, outre le gros signe, le gros logo Mitsubishi, on retrouve ici ce qui a rapport avec le son, ici pour monter et baisser le son, pour changer de mode la source de audio, et ici pour passer d'une station à l'autre. On a ici, on peut faire afficher la caméra de recul, et vous voyez d'ailleurs la qualité, eh bien, peut-être que ça ne sort pas bien à la caméra, mais la qualité est vraiment presque une webcam des années 90. C'est vraiment flou comme système. C'est pas vraiment au goût du jour. On a les commandes vocales, on a la touche pour le téléphone, les deux touches pour le téléphone, accrocher et décrocher. Et ici, c'est pour le régulateur de vitesse adaptatif, les touches que l'on connaît bien maintenant. Alors ça, c'est ce qui complète le volant. C'est assez facile à comprendre. On a aussi des touches, des palettes de changement de vitesse au volant. Vitesse qu'on peut aussi changer avec le levier directement. Au milieu, le système d'infodivertissement sur un écran, d'après moi, d'à peu près 7 pouces. On n'est vraiment pas moderne pour cet écran. Et au lieu d'une vitre, c'est comme un peu comme un écran TFT un peu. Mais c'est moins sensible aux rayons du soleil. Alors peut-être que Mitsubishi a un avantage ici, mais pour le reste, là, on a ici le système audio, toutes les sources qu'on peut avoir. On retourne ici facilement à l'accueil. On a le système de navigation qui est lui aussi d'une autre époque et qui utilise les données TomTom, des données, en tout cas dans mon entourage à moi, dans la région de Berthierville. Il y a plusieurs erreurs. Hier, en faisant un petit tour en fin de journée, là, j'ai vu plusieurs erreurs sur les cartes. Alors, TomTom, disons que c'est un expert en données pour l'Europe, mais en Amérique du Nord, c'est plus difficile. Alors, si on retourne à l'accueil, bien, on a aussi des informations sur le véhicule. On peut aussi téléphoner. On peut aussi mettre Android Auto et Apple CarPlay, mais c'est avec fil seulement. Et comme l'écran n'est pas très grand, eh bien, vous allez avoir, si vous le mettez en écran séparé, vous allez avoir à peu près le GPS de la même grandeur que le côté audio, mais ça fonctionne très bien et en fait, je vous suggère de vous en servir puisque c'est pas mal plus moderne que ce qu'on retrouve actuellement dans cet écran d'infodivertissement. On a évidemment les buses de ventilation. Plus bas, on a une ventilation automatisée. Alors, à deux zones, zone pour le conducteur et zone pour le passager. On peut changer de mode ici, si vous voulez changer l'endroit où s'en va l'air. Vitesse de fan, air climatisé. On peut mettre sur l'air intérieur ou extérieur. Tout est là. Si on met automatique, bien évidemment, il fait chaud dans le véhicule, alors ça va... Ah, c'est raisonnable, alors on va le laisser automatique et on peut mettre sync pour que ça soit la même température des deux côtés. Alors ça, c'est très facile à comprendre. Plus bas, on a ici le bouton du volant chauffant qui est vraiment du côté conducteur. On a le mode éco, comme je vous ai montré tantôt, et on a deux prises d'accès au système, des prises USB conventionnelles, des USB-A comme on appelle, ainsi qu'une prise 12 volts. Il n'y a pas de recharge par induction. On a ici, parlant des recharges USB-A, on pourrait dire bien ils ne sont pas à jour, ils n'ont pas eu le temps de mettre ça à jour, mais vous allez voir dans la prochaine vidéo, quand on va parler des places arrière, à l'arrière, il y a une prise USB-C.
Alors pourquoi on n'en a pas mis devant? J'en ai aucune idée. Peut-être que les USB-C coûtent plus cher à installer que les USB-A, mais on n'en a pas mis. Les deux commutateurs pour les sièges chauffants à 2 intensités. Le bouton ici qui vous permet de choisir entre le mode normal, neige ou gravier. Le levier de vitesse, très conventionnel, avec la possibilité de changer les rapports vous-même. Je crois, pour l'avoir essayé, que c'est des 8 vitesses préprogrammées. Alors, ça peut peut-être vous aider à donner un peu de performance et un peu de vie au moteur, mais ce n'est pas des rapports qui sont enivrants. C'est plutôt afin de peut-être vous aider à doubler un autre véhicule. Ça peut vous aider à faire révolutionner le moteur un peu plus, mais c'est à peu près tout. On a le frein à main électronique ainsi que le auto hold. Ici, les porte-gobelets. Et au centre, on a un petit coffre avec un petit réceptacle ici sur le dessus et un coffre de bonne profondeur. Alors, on peut y mettre quelques objets. Il n'y a aucune prise ou autre accessoire dans ce coffre qui sert aussi d'appui-bras. Alors, c'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Mitsubishi Eclipse Cross 2025. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des équipements à l'avant de ce Mitsubishi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que je fais de mes vidéos, alors il y a toujours 4 vidéos sur chaque essai qui est effectué par autoopinion.ca. Alors, la première vidéo sert à vous présenter mon véhicule de la semaine. La deuxième, on parle des places avant et du tableau de bord. La troisième, on parle des places arrière ainsi que du coffre. Et la quatrième vidéo, je vous parle un peu de la gamme du modèle ainsi que du groupe motopropulseur. Alors, commentez, aimez et partagez et on se revoit bientôt pour la troisième vidéo.